à Constantine. Alors si l'enregistrement est lancé, je vais lancer l'introduction du coup. Écoutez, merci d'être là, déjà nombreux pour cette réunion de bilan. Donc, on est à mi-22 et on va parler de votre bilan 2021 et bien entendu de votre début d'année 2022 et des perspectives. Et tout de suite, je suis très heureuse de donner la parole à Stéphane Rey, le directeur de la direction appui au réseau, pour un mot Bonjour à d'introduction. tous, je suis ravi de vous retrouver. On s'était vu rapidement lors de la dernière réunion, mais là, c'est encore plus grand format. Donc, c'est vraiment un plaisir. Juste quelques petits mots d'introduction, peut-être pour vous rappeler que, preuve de l'attention de l'Institut français pour ce réseau que vous représentez, c'est un réseau qui est suivi par Fanny, mais qui est suivi aussi en articulation par deux directions. La direction qui a été créée en février, la direction appui au réseau culturel français à l'étranger, qui donc dans son périmètre accompagne l'ensemble du réseau, SPAC, Institut français et Alliance française sur toutes ces actions. Et puis, bien sûr, la direction d'adaptation artistique et des industries culturelles sur toute la création de contenu et la mise à disposition de contenu. Et l'ensemble des équipes est parmi nous aujourd'hui. Donc, voilà, deux directions qui travaillent étroitement pour vous accompagner. Pour vous redire aussi à quel point on est attaché à ce réseau. Vous êtes vraiment un réseau d'influence avec 65 salles qui est très important pour nous. Donc, on compte beaucoup, beaucoup sur vous. Et pour compter sur vous, on compte aussi sur la manière dont vous vous organisez, la manière dont vous faites réseau et dont on fait réseau ensemble. Je pense que c'est vraiment aussi important pour nous qu'on puisse travailler à la fois en vertical, on va dire, mais vraiment en horizontal, avec vraiment un échange de bonnes pratiques, de bons plans, on va dire, de choses très concrètes aussi. Je pense que c'est souvent sur des choses très concrètes, des conseils techniques qu'on s'entraide à un bout du monde. Donc ça, c'est vraiment un des intérêts d'arriver de plus en plus à renforcer cette communauté. Et puis l'autre aspect que j'avais évoqué la dernière fois, j'y suis aussi très attaché. Je pense que c'est très important qu'au-delà de ce réseau que vous constituez, chaque salle, c'est vraiment un outil d'influence dans son poste et elle doit s'inscrire dans la stratégie du poste. Donc, ce n'est pas un supplément de programmation, c'est vraiment la salle, toutes vos équipes sur place doivent s'en saisir. Ça doit être un sujet non pas permanent forcément, mais très important dans, on va dire, l'agenda des COCAC et des attachés et de l'ensemble des équipes pour que tout le monde participe à l'influence de cette salle et à aller conquérir de nouveaux publics, d'autant plus que c'est pas moi qui vous l'apprendrai, on sort d'une période très compliquée, que c'est compliqué de faire revenir le public dans les salles. Donc, c'est vraiment une stratégie commune et une stratégie globale. Donc, nous, on est aussi vraiment là pour vous accompagner, pour que vous puissiez sensibiliser et travailler dans tous les postes, on va dire un haut niveau pour accompagner ces salles. Encore deux, trois petits mots pour dire qu'on a plein de projets dans les tuyaux pour vous accompagner. On est ravis notamment, et ça, Claude-Éric Poiroux vous en donnera un mot, de pouvoir vous accueillir en décembre pour la conférence Europa Cinéma, qui va vraiment constituer un moment important. Et l'Institut français qui prendra en charge une partie de votre déplacement est vraiment heureux d'accompagner cet événement qui va vous permettre à la fois de vous rencontrer, de vous former. Donc ça, on est très impatients. En attendant, pour ceux qui peuvent venir en juillet, je vous rappelle qu'il y a un autre exercice et vous êtes vraiment les bienvenus, qui sont les ateliers de l'Institut français, dit les AIF, qui se tiennent les 21 et les 22 juillet à Paris, que vous avez un programme qui est en ligne. Vous pouvez vous inscrire aux séquences professionnelles avec notamment une communauté d'intérêt. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on puisse réunir ceux qui seront présents à Chaillot le 21 juillet pour à nouveau échanger sur les pratiques. Et puis, vous aurez la possibilité de rencontrer des professionnels. On a énormément de professionnels dans le domaine du cinéma et de la série qui seront présents aux AIF. Et puis, le 22 juillet, on les ouvre normalement demain. Vous aurez des parcours individualisés, donc la possibilité de vous déplacer à Paris en région pour rencontrer des lieux culturels, et notamment plusieurs propositions dans le domaine du cinéma. Et une particulièrement importante et fascinante qui est la découverte des équipes de la FEMIS. Je ne sais pas si Marion pourra en dire un mot à l'occasion. Donc, en tout cas, si vous n'êtes pas encore inscrit aux AIF et si vous pouvez être à Paris 21 et 22 juillet, je vous encourage fortement.
Et voilà, et je laisse la parole au reste de l'Assemblée. Merci à tous. Merci beaucoup Stéphane. Je vois arriver, je voudrais saluer nos amis du Mexique et tous nos amis de l'Amérique latine parce qu'il est très tôt. Merci pour ce propos d'introduction. Marguerite, veux-tu dire un mot de bienvenue ou est-ce que tu préfères intervenir plus tard? Vous le savez, ces webinaires, c'est toujours des temps d'échange. Merci beaucoup, Fanny. Oui, bah, écoute, merci et aussi à tout le monde de répondre à ce rendez-vous. Merci beaucoup à Fanny de l'organiser avec toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer, mais elle sait qu'on la soutient. Je rajouterai juste à ce que vient de dire Stéphane une dimension également. C'est vrai qu'il y a la dimension communauté, il y a la dimension rôle de la salle au sein du dispositif du poste et sa fonction transversale. Je rajouterais juste, et je crois qu'il y a Jean-Christophe Bobia qui est parmi nous, la dimension aussi que peut revêtir ce réseau pour les professionnels, et notamment tous ceux qui ont les yeux rivés sur les chiffres, les études, etc. Je pense qu'on a maintenant, avec 65 salles, une puissance assez significative, à la fois en termes de jauge et en termes de chiffre d'affaires. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas encore tout à fait remis de la période de 2 ans qu'on vient de vivre, mais en tout cas, c'est aussi une dimension qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de ce réseau. Merci. Merci beaucoup, Marguerite. Ce que je vous propose, c'est que je vais lancer le débat en partageant mon écran pour le bilan et vous allez intervenir les uns et les autres, professionnels et réseaux, au fur et à mesure du déroulé, si ça vous convient. Est-ce que vous êtes bien sur la première slide? Oui. Voilà. Oui, c'est bon. Donc, le bilan, 65 salles, 54 ouvertes. Beaucoup d'entre vous, et on se réjouit de vous accueillir prochainement dans les salles qui auront ouvert, est en train de vous équiper. Quelquefois, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Quelquefois, ça va très vite. Donc, voilà, vous êtes un réseau en pleine évolution. Et donc, la première slide, c'est ce réseau s'agrandit. C'est comme une famille, il y a des nouveaux venus. Donc voilà, 54 salles ont déclaré leur programmation en 2021. On partait de 40 salles en 2015. Si vous vous souvenez, à la dernière réunion, on avait déjà dit que la zone Amérique s'est au fait. Donc, en plus de New York et Washington, le lycée français de Los Angeles, donc Pierre Leloup m'a dit « Non, Los Angeles, je ne vais pas me connecter à 14 h, mais en fait, il verra le replay. » Et puis, on souhaite la bienvenue à l'Alliance française de Lima et celle de Guadalajara. Sur le continent africain, on n'est pas en reste avec l'Institut français de Djibouti qui s'était ouvert en décembre 2020. Le Maroc qui a fait un chiffre rond, le réseau marocain, le plus gros réseau par pays de ces salles, 10 salles maintenant, avec une salle très joliment nommée par Chantier Amblard, IF sous les étoiles, donc un projecteur itinérant qui vient compléter les 10 salles en fixe dans les 10 antennes du Maroc. Saint-Louis du Sénégal qui s'est équipé, salut l'équipe qui est connectée. Nouakchott qui s'est également équipé et qui a fait un démarrage en trombe avec une programmation très très dense. Et puis le réseau algérien, ça a été long et compliqué, mais après l'IF Alger, un des rares écrans en Algérie. Très heureuse d'avoir IF Constantine, dont la directrice est connectée, et IF Oran, donc maintenant un très beau réseau de 3 salles qui s'agrandira peut-être encore, mais très important pour ce pays qu'est l'Algérie. Et puis à venir, voilà, le chantier de Lomé qui est très long et vraiment on compatit parce que c'est voilà, le décès d'un architecte, etc. Mais c'est comme l'Alliance française de Vancouver. Il y a des chantiers qui prennent 2, 3, 4 ans et à l'arrivée, ça aboutit. Donc, courage Lomé, on est avec vous. Le chantier de Conakry, dont on devrait pouvoir fêter l'ouverture octobre-novembre. Et puis, l'Alliance française de Lagos, qui devrait aussi ouvrir en novembre. Et puis, d'autres alliances françaises, Addis Abeba, Brazzaville et Nairobi, qui nous tiendront au courant de leur déroulé. Alors, vous allez vous dire, elle n'a pas actualisé la carte. En fait, comme vous me faites toujours des surprises, j'ai attendu cette réunion parce qu'il y en a quelquefois qui me disent « Mais si, mais ça y est, moi, mon projecteur, il est équipé, il est branché. » Donc, voilà. Donc, je rajouterai Nouakchott et Conakry dès la fin de cette réunion, mais peut-être qu'il y aura d'autres surprises et que des alliances françaises vont me dire qu'ils se sont équipés. Chaque année, j'ai des surprises. Nous avons des surprises. Une année 2021 très complexe. Vraiment, vous avez été courageux, une immense résilience et vraiment une force de proposition et de dynamisme. Il y a eu des salles fermées. C'est la première fois en 5 ans de suivi du réseau que je fais un bilan avec des salles fermées. Voilà. Rio, pour une question de fermeture complète de la salle. Brasilia, la salle fermée pour des raisons de pandémie. Buenos Aires, la salle fermée pour des raisons de pandémie. Ce sont des salles qui rouvrent, Brasilia et Buenos Aires.
Oujda, dont le projecteur est hors service, donc là c'est un remplacement et on va en parler, et Tanger qui a fermé pour travaux, donc, dont on se dira que ça va réouvrir et avec une belle salle rénovée. Mais voilà, on a des salles qui ferment et puis on aura bientôt à signaler la fermeture de Hanoï pour raison de déménagement de l'Institut vers une autre structure qui n'a pas de salle de projection, donc on réinvente des solutions. Évidemment, il y a des salles qui ferment, mais il y a des salles qui ouvrent. Donc, bienvenue à Nouakchott, à Guadalajara, Yves sous les étoiles, je les ai dit. Et des nouvelles salles qui vont commencer à renseigner leur programmation en 2022. Là, on va comptabiliser, analyser vos chiffres pour 2021. Et puis, voilà, on attend et on va vous ouvrir un compte, si ce n'est déjà fait, avec Benem Richa, que je salue aussi, notre fidèle partenaire d'Europa Cinéma, qui est évidemment connecté. Et donc, on attendra vos résultats, puisque vous allez pouvoir saisir dès à présent, on est déjà au fin du premier semestre 2022, pour Lima, pour Oran, pour Constantine, pour Saint-Louis du Sénégal et Conakry, quand vous ouvrirez. On attendra vos résultats pour 2022. Donc, le prochain bilan fera la belle part à ces nouvelles salles également. C'est aussi rare que je fasse une slide sur les enjeux techniques, mais ça y est, le réseau a 10 ans. Les premières salles qui sont équipées, rappelez-vous, c'était le Maroc, il y a 10 ans, et puis la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, avec donc le Ciné Lumière. Et au bout de 10 ans, un projecteur peut être en fin de vie. Et donc là, on a une réflexion très particulière. Et j'ai eu le grand plaisir de voir Chanty Amblard, la responsable cinéma, et le directeur de l'Institut français de Tétouan et de Tanger la semaine dernière. Et effectivement, il y a un chantier spécifique. Et je vous le dis pour les autres, pour ceux qui vous disent « Ah, mais moi, mon projecteur, il a 7 ans, 8 ans, 9 ans. » Il faut anticiper. Je sais que du côté du Mexique, il y a une grosse anticipation. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a le remplacement d'un projecteur hors service au bout de 10 ans. Il y a des pannes. Vous en avez eu, il y en a eu au Liban, il y en a eu dans différents pays. Remplacement de la carte mère, ce n'est pas le même investissement. Et puis, des contrats de maintenance individuels à prévoir. Là où je ne l'ai pas écrit, mais je dois le dire quand même, c'est qu'il n'y a pas de ligne dédiée ni au ministère ni à l'Institut français pour vous accompagner sur ces dépenses. C'est vraiment des dépenses, ni au CNC, des dépenses qui vous incombent. La maintenance de votre projecteur, de votre salle, le remplacement en cas de panne. Voilà, donc on peut faire des groupes de travail individuels pour évaluer et prendre les perspectives, mais en tout cas, c'est un poste de dépense sur lequel on ne peut pas vous aider, sauf parfois sur l'appel à projet transformation numérique, où il peut y avoir des acquisitions de projecteurs ou des remplacements de projecteurs. Voilà, donc c'était un point nouveau. J'ai fait une belle slide, la remontée d'informations, ça n'est pas une option, pour vous dire que vraiment, ça peut vous sembler lourd, mais il faut le faire, d'aller sur le logiciel. Vous allez voir qu'on analyse ces chiffres, et Marguerite vous l'a dit, Stéphane vous l'a dit. C'est essentiel d'avoir les données d'un réseau, d'avoir votre chiffre d'affaires collectif. Si vous ne remplissez pas, on ne peut pas traiter. Donc là, on est le 23 juin, et vous savez que le 30 juin, cette remontée d'informations, elle est semestrielle. Donc, vous l'avez vu dans la note diplomatique qui vous a été adressée, avant le 10 juillet, ou si vous partez en France pour les rendez-vous, pour les congés, avant le 1er juillet, ou si vous quittez votre poste, renseignez la programmation de votre premier semestre. Vraiment, je vous en prie, c'est important. C'est important pour vous, c'est important pour nous et pour ce collectif réseau. Voilà. Et pour vous montrer que ces données, elles sont analysées et recensées, j'ai fait une slide un petit peu particulière pour vous montrer que vos bilans sont à votre disposition. Il y en a beaucoup parmi vous qui allaient rentrer dans le réseau, qui allaient prendre des nouvelles fonctions. Je pense à Nicolas qui part en Algérie. Voilà, quand vous êtes dans votre espace dédié, eh bien, Europa Cinéma, merci Claude-Éric, merci Menem et merci l'équipe. On a fait ce développement il y a un an maintenant. Vos bilans sont dans votre espace, vos bilans annuels. Donc, vous pouvez aller voir. Donc là, j'ai pris Abidjan, les bilans de Loïc Vong, mais vous pouvez aller voir vos nombres de séances en 2019, combien j'en faisais. Ah oui, j'ai baissé âge en 2021. Vous pouvez vous-même analyser vos données et affiner votre stratégie, y compris quand vous quittez vos fonctions pour le successeur ou quand vous êtes en fin de mandat, que vous avez envie d'écrire votre bilan. Ça me semblait très important de réinsister sur cet outil. Je rentre dans le vif du sujet, le bilan chiffré 2021, on ne va pas se mentir, c'était une année très compliquée. Voilà, comme 2020, on sort de 2 annus horribilis, comme dit la reine d'Angleterre, une année très compliquée, donc il n'y a pas de secret. Les entrées, le nombre de séances, tout commence par le nombre de séances. Est-ce que vous arrivez à programmer des séances? Est-ce que votre salle a pu ouvrir? Est-ce que vous avez pu mettre des séances à l'écran, proposer le film, qui est le premier acte? Si vous voulez des spectateurs, il n'y a pas de secret, il faut commencer par mettre des séances.
Donc, il y a une petite hausse. On est à 6 000 séances. On était quand même à 11 000 séances globales hein, en 2019. Donc, on est encore très loin. Il y avait 604 000, plus de 600 000 entrées en 2019. On est à 219 000, presque 220 000 pour 2021. Et en recettes, vous aviez fait plus de 2 millions d'euros de recettes de billetterie. Et Marguerite le disait en introduction, c'est extrêmement important. Et pour le cinéma français et pour le chiffre d'affaires pour le cinéma français, sur ces 2 millions d'euros de recettes, il y avait 400 000 pour le cinéma français, mais c'est un chiffre qui est très important pour les professionnels, plus le chiffre d'affaires de nos acquisitions, le pôle de Marion Thévenot, qui est très important. C'est des chiffres d'affaires qui sont insufflés dans cette industrie culturelle et créative qu'est le cinéma. Donc, en 2021, 202 000 de chiffre d'affaires, c'est évidemment mieux qu'en 2020, si on regarde le côté positif, mais beaucoup moins que cette année record qu'était 2019. Le nombre de séances, tout commence par la séance. Voilà. 6 476 séances en 2021. Il y en avait 4 600 en 2020. Donc, c'est quand même une hausse. Je pense qu'en 2022, là, vous m'envoyez tous des informations positives. Donc, on va remonter le nombre de séances. Et des séances d'éducation à l'image. Les séances d'éducation à l'image sont très importantes parce que souvent, si vous avez des difficultés, que votre salle est trop prise par le spectacle, etc., c'est les séances du matin avec les scolaires qui vous aident à augmenter votre nombre de séances. Évidemment, l'année 2021 était très complexe puisque beaucoup d'écoles n'étaient pas autorisées à sortir. Je pense à toute l'Amérique latine où vous ne pouvez pas mettre le nez dehors, etc. Donc, un très faible nombre de séances éducatives et des échos que j'ai des uns et des autres, mais on va vous entendre, ça repart en 2022. J'ai quand même voulu montrer une grande disparité. Il y a des salles fermées et il y a des salles qui ont très bien fonctionné. Les salles qui ont vraiment maintenu leur nombre de séances en 2021, le Ciné Lumière qui est vraiment quand même notre locomotive, le fer de lance du réseau, le Paris à Berlin, la salle Elvire Popescu à Bucarest, et puis des salles qu'on n'attendait pas, Jakarta en Indonésie. Je n'ai pas eu le temps de rajouter Pékin parce que j'étais prise de cours dans mon PowerPoint, mais Pékin, évidemment, et Tania Kali va nous expliquer plus de 400 séances à Pékin, ce qui était vraiment exceptionnel. Libreville, 240 séances. Et le Kino 35 est également une salle Europa Cinéma avec près de 200 séances. Les salles qui ont maintenu plus de 104 séances, c'est-à-dire au moins une moyenne de 2 séances par semaine, il faut saluer parce que ce n'était pas une année simple. Ouaga, Sofia, le Ciné IFAL à Mexico, Douala, Tunis, Singapour, Abidjan. Et puis, des salles, c'était triste d'analyser vos bilans, mais 4 séances, 6 séances, pas de séances. Et c'était très compliqué. Je ne les ai pas nommés, mais vous connaissez, c'était pour certains une année vraiment avide. Et il faut repartir et reconquérir le public. Donc voilà. Des entrées dans le détail, donc, on va dire 220 000 entrées en 2021 et 25 000 entrées quand même de séances éducatives. Ce n'est pas négligeable. La très belle année 2019, vous aviez réussi à totaliser 78 000 élèves dans vos séances du matin ou dans vos séances, en tout cas hors temps scolaire ou dans le temps scolaire, d'éducation au cinéma, des élèves venus préparer à la séance, à la projection en éducation au cinéma ou venus aussi en apprentissage de la langue française, qui ont pu être préparés par leur prof de français. Mais en tout cas, vous aviez atteint ce chiffre exceptionnel qui était 78 000 et je formule des vœux pour que ce chiffre de 25 000 de 2021 remonte doucement mais sûrement pour 2022. Les salles qui ont augmenté leurs entrées, on a vu les salles qui augmentent leurs séances, ça commence par ça. Il n'y a pas d'entrée s'il n'y a pas de séance. J'en profite pour dire que quelquefois, il y a une tentation pour des nouveaux arrivants, etc., de dire ça ne marche pas très bien à 18h ou ça ne marche pas très bien le cinéma, on va couper des séances. J'ai pris ce matin une image, mais je la reprends. C'est comme une pâtisserie. Vous dites, oh là là, je vends moins de gâteaux. Alors, j'enlève les éclairs, j'enlève les religieuses et j'enlève les millefeuilles de la vitrine. Non, vous en vendrez encore moins. Plus vous exposez le film, plus vous proposez des séances, plus vous faites une belle galerie de gâteaux et plus le spectateur va avoir envie de rentrer dans la boulangerie ou en acheter ou de venir en séance. Donc, vraiment, quand vous arrivez avec les coûts, avec le personnel, avec le projectionniste, à maintenir, voire à augmenter votre nombre de séances, c'est la première clé pour augmenter les fréquentations. Donc voilà, Pékin qui a fait une année extraordinaire, qui est passé de 2728 entrées à 13 000 entrées. Et on avait connu Pékin. Pékin, c'est quand même une salle de 80 places, donc c'est très, très étonnant quand je vois arriver des chiffres de 14 000, 15 000, 16 000 entrées. Et je vais demander à Tania de nous en dire 2 mots. Et puis, l'autre salle qui a fait une augmentation très remarquable, c'est la salle de New York, qui est passée de 6 000 à
23 000 entrées. Delphine Céleste essaye de se connecter et si elle est là, je lui donnerai la parole. Là, c'est dû aux séances en ligne. Donc, je vais donner la parole tout de suite à Tania Kali pour que tu nous dises, Tania, 2 mots de cette année incroyable à Pékin. Il y a eu bien entendu le fait de la réouverture. On ne s'attendait pas à ce que ce soit la Chine qui nous fasse la plus grande entrée, mais il y a eu, avec une jauge limitée de 61 places, il y a eu les 9 séances du week-end qui sont reparties, la séance spéciale d'un réalisateur chinois par mois. Tout ça, ce sont des bonnes pratiques et je voudrais pouvoir donner la parole à Tania Kali. Je vais peut-être même arrêter mon partage d'écran pour qu'on voit Tania, ou peut-être pas. Tania, est-ce que tu veux nous dire 2 mots de donc l'attaché audiovisuel en Chine, de cette année exceptionnelle à l'IF Pékin? Oui, volontiers. Est-ce que tu m'entends, Fanny? Oui, oui. Oui, ok. Donc, en fait, nous, la salle de l'IF Pékin a fermé pendant 8 mois en 2020, juste pour mémoire. Hein. Je remonte un petit peu dans le temps. En 2021, on a pu ouvrir normalement, mais avec une jauge réduite, tu le soulignais. Donc, c'est une salle de 81 fauteuils. Là, on a travaillé à 75% de la jauge. Et on était dans un contexte en fait de contraintes très fortes en Chine. On a la particularité, et c'est connu des cinéphiles chinois et du jeune public chinois, de diffuser nos films en version originale et intégrale. Donc, non seulement on passe des films qui ne sont pas sortis en Chine, je parle des films français, ou qui ne sortiront pas, mais on passe certains films qui ont pu être en salle, mais on les passe dans leur version intégrale. Donc là, je pense que ça fidélise aussi le public, mais c'est une particularité à la Chine. Par ailleurs, on a diversifié notre offre. Donc, je me suis rendu compte au fil du temps, là, moi j'arrive à la fin de ma mission, je suis en train de terminer mes 4 ans, qu'il y a une vraie connaissance et une passion pour le cinéma français, entre guillemets, de la nouvelle vague, de cette époque-là. Et donc, il ne sert à rien d'essayer de renouveler cette offre. Il faut maintenir ces films, des films comme Pierrot le Fou, etc. Et en revanche, si on diffuse à côté des films très récents, des films français qui ont, on va dire, 1 an, 2 ans, qui ne sont pas sortis ou qui ne sortiront pas, et évidemment, j'ai pioché pas mal dans les sélections cannoises, on a un public, on vend nos billets en moins d'1 minute. Voilà. Donc là, on fidélise notre public. Donc l'idée, c'était d'avoir des classiques et des films récents, d'avoir les deux. Et dis-nous un mot de ton initiative, parce qu'on partage des bonnes pratiques. Un cinéma, 1 fois par mois, la séance spéciale avec un réalisateur chinois, ça c'est quand même un grand plaisir pour votre public. Oui, alors notre public, il est à plus de 90% chinois, et puis c'est pour eux qu'on travaille. Et l'idée, c'était mais ça, c'était déjà en place avant que je ne prenne mon poste, mais j'ai poussé cette initiative, on va dire, un peu jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'idée était de faire venir tous les mois un chef de file du cinéma indépendant chinois, donc dont les films soit ne sont pas sortis en Chine, soit sont sortis, mais de façon tronquée. Donc, chaque mois, on diffusait un film chinois, donc des réalisateurs comme Jia Zhangke, comme Wang Xiaoshui, la réalisatrice chinoise Vivian Chu également. Et le réalisateur ou la réalisatrice sont présents à la fin de la projection, et il y a un échange avec on a une petite fixation de l'image. Il y a peut-être une difficulté. Ils sont un peu libres dans un pays où dans un pays où la parole ne l'est pas. Donc il y a beaucoup de jeunes qui viennent voir le film et puis qui posent beaucoup de questions aussi après. Merci beaucoup, Tania. C'est un témoignage très important. Je le dis volontiers. C'est une salle de 80 places, donc on n'est pas obligé de se dire qu'il faut vraiment avoir 200 places, 300 places ou 600 places comme à Abidjan. Le travail qui est fait à Pékin sur le marketing, etc. Vraiment, là, c'est un plaisir de voir remonter cette programmation parce qu'il y a eu... c'était une salle dont la programmation avait chuté. Merci beaucoup de ce témoignage. Est-ce que Delphine Céleste a réussi à se connecter et est-ce qu'on peut faire un grand écart Pékin-New York?
C'est pas sûr. Alors, je vais repartager l'écran pour montrer une salle qui a eu vraiment des résultats exceptionnels. Oups, qu'est-ce que c'était? C'est la FIAF, le French Institute Alliance Française de New York, qui est passé donc Pékin, qui est passé de 3 000 à 13 000, c'était tout à fait exceptionnel, et à New York, pareil, de 6 000 à 23 000. Et donc là, on a regardé, c'est une autre explication. Elle est double, j'aurais mieux aimé que ce soit Delphine qui vous l'explique que moi, mais elle a peut-être du mal à se connecter. Le FIAF, pendant la pandémie, a pris le parti de proposer des séances en ligne. Et rappelez-vous, on a créé un petit champ, on a travaillé avec Europa Cinéma, on s'est dit, est-ce qu'on les comptabilise ou pas? Oui, on les comptabilise. Donc, il y avait ce petit champ des séances en ligne qui n'était pas de l'offre en ligne comme ça ouverte, mais qui était des rendez-vous avec le public. Donc, des séances, on se retrouve tous à telle heure pour voir le même film, ou bien pour le FIAF, ça a été, on se retrouve là cette semaine pour voir les mêmes films. Donc, il y a eu à la fois des séances en ligne qui ont été comptabilisées dans le bilan, donc une augmentation de la fréquentation, et puis une très belle initiative, et si Delphine se connecte, elle en dira un mot, qui est un festival d'animation qui s'appelle Animation First, que New York a lancé, et vraiment un énorme succès. Les chiffres de Joseph, des films d'animation, nombreux films d'animation de Calamity, etc. La fréquentation du festival d'animation a été un grand succès, et je donnerai la parole d'ailleurs à Marion Thévenot, Claude Briet, à la fin de ce bilan, pour vous parler du cinéma d'animation, parce qu'on voit vraiment que là, il y a des gros succès qui se font en salle grâce au cinéma d'animation. Je ne vais pas commenter toutes les hausses des entrées, mais quelquefois, c'est très, très modeste. Par exemple, j'ai marqué Le Caire parce qu'ils sont passés de 130 à 297. C'est très modeste, mais quand même, ça fait du bien de savoir qu'on reconquiert le public à l'heure où vous dites tous qu'est-ce que c'est dur de reconquérir le public. On va les chercher un par un. Et je reprends aussi une phrase de New York qui disait, on a montré, et nos amis d'Unifrance vont en parler, des séries à l'écran. La série de Valeria Donzelli, Nona et ses filles, avec Virginie Ledoyen. Virginie Ledoyen, elle a un club de fans à New York, et on est allé chercher les spectateurs un par un. Quand on aurait vendu 360 places, là, on en a vendu une centaine. Donc voilà, c'est dur de reconquérir le public. Ne vous dites pas que vous êtes seul, on est là pour vous aider et vous événementialiser, etc. Donc bravo aux salles qui ont réussi à augmenter leur fréquentation. Les recettes, ce sont des recettes maigres, voilà, 202 000 en recettes cumulées, donc ce n'est pas une année où vos caisses se sont remplies, et on sait pourquoi. J'ai juste marqué un commentaire qui disait que les salles qui ont pu maintenir ou augmenter leur nombre de séances ont vu leurs recettes augmenter. Encore une fois, tout ça n'est pas exponentiel, mais quand même très, très lié. J'ai une slide qui va me permettre de donner la parole à Claude-Éric Poiroux, parce que c'est toujours intéressant de comparer notre réseau des instituts et des alliances dans le monde à un réseau très professionnel en Europe, qui est le réseau d'Europa Cinéma, et de constater que les tendances sont les mêmes. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, à un moment, le réseau IF-AF, vous étiez très fort sur des séances très événementielles. Moins de séances, mais très événementielles. Et puis finalement, beaucoup de salles ont augmenté le nombre de séances, moins événementielles, mais très régulières, une proposition très régulière. Et voilà, vous êtes en gros dans la tendance des réseaux professionnels européens, une baisse de fréquentation en gros de 30% et une lente reconquête des publics. Et ça me permet de vers ce rendez-vous qui vous est proposé en fin d'année, qui est la conférence Europa Cinéma, et je vais laisser Claude-Éric vous en parler, mais c'est un grand rassemblement annuel. Il y a plus de 500 exploitants qui sont attendus d'Europe, et il y a une trentaine de places pour les membres du réseau. Et donc, encore une fois, je l'ai écrit, c'est écrit dans la note diplomatique, mais mettez-moi un mail pour vous dire si vous pressentez de venir ou votre successeur, parce que les places sont très comptées. Il y a un budget qui a été engagé. Je remercie encore Stéphane Ray d'avoir tout de suite réagi en disant oui, on va prendre en charge vos nuitées, vos 3 nuitées d'hôtel au Novotel, pour être au cœur de la conférence. Et voilà, il va se passer beaucoup de choses, mais Claude-Éric vous le racontera beaucoup mieux que moi. Claude-Éric, je suis très heureuse de te donner la parole pour nous parler de cette conférence Europa Cinéma du mois de décembre. Il faut ton micro, Claude-Éric, on ne t'entend pas.
Voilà, excusez-moi. Bonjour à tous. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Oui, dire un petit mot sur la conférence d'Europa Cinéma. Elle a lieu tous les 2 ans. Voilà. Et donc, il y a 2 ans, elle avait lieu à Lisbonne. 2 ans plus tôt, c'était Bucarest. Cette année, c'est Paris. Paris, parce que d'abord, ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas fait à Paris. C'est en 2012, la dernière. Et puis, c'est nos 30 ans. Le réseau fête ses 30 ans. Et comme le réseau est quand même né, l'association a son siège social en France, et que c'est à partir de la France que c'est parti, mais les autres pays très vite ensemble, on va donc fêter ces 30 ans au cours de cette conférence qui aura lieu donc du 1er au 4 décembre. Le 1er, c'est un jeudi. Le jeudi, ce seront des projections de films qui auront lieu dans un certain nombre de salles du réseau qu'on louera pour présenter des films nouveaux. Donc là, c'est faire des choix de visionnement de films. Le vendredi matin, il y aura... alors, dans les conférences, on passe toujours le vendredi matin à parler du pays qui nous accueille. Donc, quand il y a 2 ans, c'était le Portugal. Donc, on a invité les gens du CNC, de l'ICA et de l'ensemble du ministère de la Culture pour parler de l'industrie du cinéma et de l'exploitation au Portugal. Cette année, on fera la même chose, puisqu'on est en France. On demandera donc au CNC, mais aussi on vous demandera à vous, Institut français, autre outil de diffusion des films. On demandera évidemment à Unifrance, puisque c'est aussi un outil exceptionnel pour pouvoir diffuser les films français dans le monde, donc de prendre la parole. Donc, ce sera le vendredi matin, ça sera un focus sur les outils français de soutien à la diffusion des films. L'après-midi commence la conférence elle-même par une plénière, et le vendredi soir, il y aura une projection exceptionnelle d'un film en avant-première, inédit. Cette projection permet aussi de remettre les 3 prix d'Europa Cinéma. Donc, c'est une projection qui aura lieu dans une des salles du réseau à Paris. Alors, les jours vont se dérouler avec des plénières. Le vendredi après-midi, ce sera donc une plénière. Et là, on se posera la question de la situation dans laquelle nous sommes. Nous, c'est-à-dire les salles, mais pas que nous. C'est-à-dire aussi quels sont les partenaires impliqués dans la filière directement avec la diffusion vers les salles. Donc, les distributeurs, évidemment, les exportateurs. Et donc, on aura un débat qu'on va alimenter de façon assez concrète sur les questions qui nous occupent aujourd'hui pour la reconquête du public. Tu as dit, Fanny, qu'évidemment, on est tous à peu près dans la même situation. La reconquête du public, ça veut dire conquérir peut-être le public qu'on a perdu, mais peut-être aussi en conquérir un nouveau. Et ça, je pense que ce sont les choses qui nous importent. C'est comment aller au-delà de notre public fidèle qui a quelquefois un peu lâché l'habitude de venir au cinéma. Et donc, c'est un travail qu'on mène, nous, aujourd'hui, avec l'ensemble du réseau. On fera état aussi de deux travaux qu'on est en train de faire. On est en train d'élaborer 2 chartes à l'échelle du réseau. Une charte sur la gender balance et diversité, d'une part, et une autre charte sur l'environnement et la transition écologique. Ces 2 chartes, il y a déjà eu 4 réunions avec le plus possible de membres du réseau. Elles vont se continuer. On va en présenter une première partie à Bologne dans quelques jours, à la fin de la semaine. Et puis, à Paris, pendant cette conférence, on adoptera ces 2 chartes. C'est-à-dire, ce sont les objectifs qu'on se fixe, tous les exploitants d'Europa Cinéma, sur ces 2 questions. La question de l'inclusion et du gender, et la question de l'environnement et de la transition écologique, avec des engagements que l'on va prendre, avec peut-être aussi, on verra, quel type de modulation de soutien on peut avoir aussi en fonction des actions des uns et des autres. Donc voilà des sujets qui seront des sujets un petit peu internes, mais qui sont très importants pour nous, qui comptent aussi, je pense, pour la reconquête du public. C'est évident que si on montre au public que nous sommes aussi impliqués de façon concrète sur la transition écologique, on fait en sorte que nos salles soient exemplaires. Le public, je pense, y accorde une importance, et de plus en plus. Et je pense que les jeunes aussi. Sur l'inclusion aussi, c'est important, et le gender, ça nous paraît essentiel aussi d'avancer sur ces questions-là. Ce sont des questions qui permettent aussi au cinéma, aux salles de cinéma, d'être au cœur des débats dans les villes où nous sommes. Donc, ce sera aussi des sujets qui seront abordés. On aura d'autres sujets sur les différentes questions qu'on
on a le temps encore d'élaborer pour le début du mois de décembre. On termine aussi par quelque chose qui est assez important, qu'on appelle Art House Tales, c'est-à-dire que des salles de cinéma, c'est toujours assez passionnant, viennent pendant 7 minutes. Ils ont 20 slides à présenter. Ils ont 7 minutes pour présenter une action dans le détail de leur salle avec effectivement des images. C'est toujours passionnant parce qu'il y a une trentaine d'exploitants qui parlent comme ça. On apprend beaucoup de choses parce qu'en 7 minutes, on a le temps d'aller vite, mais en même temps de bien parler, de montrer des photos et d'aller un petit peu dans le détail de ce qu'est une action à l'intérieur des salles. Donc ça, c'est toujours assez suivi parce qu'on apprend ce que font nos collègues au Portugal, on apprend ce que font nos collègues en Grèce, ce que font nos collègues en Suède, et ça, c'est toujours assez important. Donc voilà, c'est une réunion qui a lieu sur ces 4 jours. Elle se termine le dimanche après-midi, le dimanche 4 après-midi, après une séance plénière. Je pense aussi qu'il y aura des représentants des autorités européennes, aussi probablement évidemment françaises, qui s'exprimeront à ce moment-là. Voilà, vous êtes invités. On a déjà fait une première réunion avec Stéphane et avec Fanny pour vous permettre de vous engager si vous le souhaitez, vous inscrire. Donc, ces inscriptions ont lieu dès septembre et normalement seront terminées à la fin octobre. Faites assez vite parce qu'il y a beaucoup de monde. On fait ça au Novotel Tour Eiffel. C'est l'endroit où on a à peu près 500-600 places. Donc, on sera sûrement au moins 500. Donc, aujourd'hui, c'est important de s'y prendre assez tôt pour réserver sa place et puis participer parce qu'effectivement, l'Institut français pourra aussi avoir la parole, comme je vous le disais, le vendredi matin parmi les organismes de la France pour le soutien à la diffusion des films en salle. Voilà, donc c'était ça, je voulais dire, Fanny, je te remercie en tous les cas de m'avoir donné cette parole. Merci Claude-Éric. Merci Claude-Éric, c'est toujours très intéressant parce que tu parles non seulement comme chef de Europa Cinéma, mais comme exploitant, etc. Et donc c'est un grand plaisir de t'entendre. Je vais repartager l'écran pour suivre le déroulé. Attendez, oups, j'ai perdu ma... Voilà, je suis en train de partager, me dit-il. Claude-Éric vous dit qu'effectivement, les inscriptions sur le site d'Europa Cinéma commenceront en septembre, mais je vous rappelle que nous, on a un budget engagé pour être vraiment ne pas perdre les budgets, engager les bons montants. Dès à présent, dès la fin de cette réunion, il y en a qui m'ont déjà dit, ceux qui pourraient, il y en a qui quittent leur fonction, qui ne pourront pas. Mais voilà, faites-moi un petit retour, même d'intention, en disant, voilà, je pense que je pourrais être là ou pas. Je vous le disais, en début de réunion, il y a toujours des surprises pendant ces bilans. Et je viens d'apprendre l'arrivée d'une nouvelle salle. Et donc, je suis très heureuse de saluer l'Alliance française de Nairobi, qui s'est équipée et qui a inauguré sa salle. Et il y a un changement de directeur, donc la formation n'a pas forcément circulé. Mais donc voilà, ça va encore faire un de plus. Et le nouveau directeur Charles, qui a eu la gentillesse de m'informer maintenant, je suis ravie d'accueillir encore une nouvelle salle en Afrique. Je continue le déroulé parce que je vous rappelle des propositions que Marion Thévenot et son équipe vous font en DCP. Donc, j'ai choisi quelques films frais, mais Marion et l'équipe pourront vous en parler plus souvent, plus avant. Par exemple, n'oubliez pas, parce que vous avez une salle équipée en numérique, vous pouvez télécharger, mais quand même, commander des films en DCP. Ça, c'est quand même le b.a.-ba. C'est comme les gâteaux dans la vitrine de la pâtisserie. Si j'en mets pas, le client ne va pas en acheter. Mais si j'ai une salle en DCP et que je ne commande pas de DCP, je perds quand même une partie de l'intérêt de cette très belle qualité d'image, de son qui est le DCP et puis qui vous permet aussi de faire des contenus alternatifs. Donc voilà 2 titres dans les plus récents et puis des propositions jeunes publics aussi parce que vous avez tous été extrêmement en demande de films pour le jeune public. C'est vraiment une petite sélection. En DCP exclusivement parce que les 60 ans de la Semaine de la Critique en 2022, c'est une sélection de films de la Semaine de la Critique qui est accompagnée d'un programme d'éducation à l'image et donc qui circule. On l'a fait au FESPACO, on l'a fait à Athènes et Thessalonique avec Charles Tesson ou avec des gens de la Semaine de la Critique qui viennent faire des rencontres d'éducation à l'image avec des étudiants d'école de cinéma ou même des lycéens sur l'éducation à la critique. Et on a une très belle sélection de films de la Semaine de la Critique, donc jusqu'à la fin 2022, on fait encore tourner ce programme.
Et puis, je vais très rapidement passer la parole et être ravie de saluer l'équipe audiovisuelle d'Unifrance pour parler de séries télé. Pourquoi on en parle? Parce que vous êtes, vous, le réseau, déjà en train de montrer des séries télé dans un dispositif événementiel dans vos salles. Alors, bien sûr, sur IF Cinéma, vous avez des séries qui vous sont proposées depuis quelques années, essentiellement des séries d'animation, des formats courts, mais qui ont rencontré beaucoup de succès, comme Culotté ou Athleticus. Mais c'est un autre sujet pour lequel je vais donner la parole à Sarah Aymar et son équipe, qui est la programmation un peu événementielle que vous avez faite à New York, à Londres ou à Athènes, de quelques épisodes d'une série française. En l'occurrence, c'était Nona et ses filles de Valérie Donzelli. Et si Sarah ou Elsa sont avec nous et connectées, je suis très heureuse de donner la parole à l'équipe d'Unifrance, à l'équipe partie audiovisuelle d'Unifrance. Bonjour, merci Fanny, je suis bien là et j'ai vu Elsa aussi, mais là je ne la vois plus, mais parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, Elsa Felrat, et il y a aussi Philippe Vaquier qui est avec nous, qui est le responsable du pôle à mes côtés. Donc oui, merci. Comme vous le savez, on a fusionné il y a 1 an avec Unifrance, donc, et à l'occasion de cette fusion, pour la partie télévisuelle, c'est aussi pour nous l'occasion de se développer en promotion. Chose qu'on ne faisait pas ou peu. Et même s'il y a eu quelques initiatives de ci, de là, là, on est en phase plutôt effectivement d'exploration. La promotion de la télévision est aussi en phase, on va dire, de développement globalement, et nous, on essaye de l'accompagner et on a la chance de commencer à travailler avec vous, avec certains d'entre vous, et on sera ravis de développer ça. Et alors, donc Elsa est la personne qui sera votre point de contact et qui peut faire en sorte que tout arrive. Donc c'est notre magicienne qui fait en sorte que vos souhaits puissent se réaliser, trouver les bons contacts, essayer de persuader les distributeurs en question. Et alors, on est très opportuniste, donc on peut à la fois vous proposer des choses. Et alors, il y a plusieurs types d'opérations. Alors, si on prend Nona et ses filles à Athènes, je crois que ça c'est venu de l'initiative d'Athènes. On a aussi projeté Nona et ses filles à New York. Fanny, vous en avez parlé, avec la présence de Valérie Donzelli et Virginie Ledoyen, qu'on a soutenu, dont on a soutenu le déplacement pour un peu événementialiser cette opération. C'est quelque chose qui est né d'une discussion avec Gaumont, qui présente Nona et ses filles aux International Emmy Awards, qui sont des awards de la télévision internationale qui se déroulent en novembre aux États-Unis. Et donc, on s'est dit, tiens, ce serait bien aussi d'essayer de faire parler de cette série sur le territoire américain. Voilà. Donc, c'est parti un peu comme ça. Et puis, on a fait la proposition à l'IF New York, et ce qui lui a plu, qui en plus a enrichi ça d'un cycle Valérie Donzelli cinéma. Voilà, donc on co-construit. Voilà, ça va un peu dans les deux sens. Et puis là, une des autres opérations qu'on vient de faire en Espagne, on a fait un rendez-vous espagnol où on a fait se rencontrer des professionnels et du cinéma et de la télévision espagnole avec les Français, assorti d'une programmation, alors essentiellement cinéma, mais on a inclus une présentation d'une fiction qui s'appelle Touché, réalisée par Alexandra Lamy, qui est venue aussi sur place. C'est une fiction qui parle des violences faites aux femmes, et donc l'Institut français a aussi organisé un débat sur place avec, alors je ne parle pas espagnol, désolée, mais donc la personne qui s'occupe de l'équivalent de la Fondation des femmes espagnoles, et Alexandra Lamy, qui était visiblement très, très intéressant et très, très émouvant. Donc voilà, donc nous, c'est le début. On serait ravis de réfléchir à des choses avec vous. On a parlé beaucoup de fiction, là. Enfin, j'ai parlé beaucoup de fiction, et c'est vrai que on a le sentiment que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais sachez que
On représente aussi le documentaire. Et il y a une très, très belle école du documentaire français. Et puis l'animation, Fanny, vous l'avez dit, c'est aussi des choses qui fonctionnent bien, je crois, dans vos réseaux. Et nous, notre mandat aujourd'hui, c'est aussi d'aider les artistes qui portent les documentaires et l'animation à voyager. Donc, ce qu'on fait avec une Valérie Donzelli ou une Alexandra Lamy, alors, il y a l'animation et le documentaire sont un peu moins portés, enfin incarnés et portés par une forme de star system, mais voilà, c'est des gens, c'est toujours très passionnant de les entendre écouter, expliquer leur démarche, leur démarche créative, etc. Et je pense que ça peut être aussi des bonnes opportunités pour vous. Donc, on est à votre disposition pour y réfléchir. Et puis, de notre côté, si on a des idées, on ne manquera pas de vous contacter si ça vous va comme ça. Avec grand plaisir. Merci, Sarah. Est-ce que dans votre équipe, Elsa ou quelqu'un d'autre voulait intervenir ou en tout cas, ce qu'on retient pour ce grand réseau, c'est que certaines salles ont déjà pris l'initiative de mettre de la série à l'écran. Quelquefois, c'est des marathons. Il y a des salles qui nous ont dit avoir fait 6 épisodes à la suite dans une journée, etc. Ou bien c'est plus événementialisé, mais ce sont des pistes de travail que le réseau suit avec plaisir dans la diversification de l'offre pour reconquérir le public. Je vais repartager mon écran pour poursuivre ce déroulé, mais encore une fois, n'hésitez pas à me faire des signes ou à mettre des mots dans le chat. Jean-Christophe. Oui, alors Jean-Christophe, avec grand plaisir. Oui, non, je voulais juste compléter ce que vient de dire Sarah, puisque évidemment, il y a l'audiovisuel et c'est vrai que c'est nouveau, mais vous dire aussi qu'en cinéma, ça continue, c'est-à-dire qu'on a déjà fait plusieurs opérations, on en a pas mal de prévus, là, notamment en Afrique. On a Robert Guédiguian qui va venir pour Twist à Bamako, au Sénégal et au Mali, par exemple. Et puis, pour compléter ce que disait Sarah, je voulais insister sur ce qu'on appelle désormais à Unifrance le transversal, puisqu'en fait, on a créé aussi un service spécifiquement dédié à l'animation, au documentaire, aux films de genre. Donc, c'est Daphné Kapfer qui le dirige. Et alors, ça touche aussi bien le cinéma que l'audiovisuel. Et on s'est donné 2 ans d'expérimentation, 2022-2023. Donc, si vous avez des initiatives dans ces 2 domaines, ces 3 domaines, le genre aussi, n'hésitez pas, on est là pour vous écouter et puis pour travailler ensemble. Merci et bonne suite. Et Jean-Christophe, peut-être aussi, tu peux mentionner les rencontres, puisqu'on a pas mal de gens du réseau africain qui se dérouleront à Madagascar en décembre. Oui, alors, pas mal de gens du réseau viendront à Mada pour cette rencontre. Oui, ça demande encore confirmation puisqu'on va faire un repérage seulement au mois d'août. D'accord. Donc, on attend de revenir pour le confirmer à 100%. Mais effectivement, après 4 ans à Dakar, 1 an à Abidjan auparavant, on a décidé de poursuivre ces rencontres du cinéma francophone en Afrique à Madagascar. Pourquoi Madagascar? Parce qu'il y a une dynamique intéressante et puis il y a surtout un festival qui s'appelle la Rencontre du film court, qui sont un peu sur le même format que Dakar court. Et on a vu qu'en Afrique, et je pense qu'à Madagascar, c'est la même logique, c'est le dynamisme de la production est plutôt dans les formats courts pour des questions de budget. Donc c'est pour ça que ça nous intéressait de nous accrocher à cette manifestation. Et enfin, Madagascar apparaît désormais, puisque désormais on a des distributeurs qui tiennent des tableaux, donc on sait exactement dans quel pays d'Afrique il y a plus d'entrées. Et Madagascar arrive étonnamment en 4e position derrière la Côte d'Ivoire, parfois le Sénégal, Djibouti et Madagascar 4e. Ça, je parle de l'Afrique subsaharienne francophone. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et ça, bien sûr, je vous le confirmerai, mais l'idée, si ces rencontres francophones se tiennent bien à Madagascar, c'est que des postes du réseau d'Afrique subsaharienne que vous puissiez faire le déplacement pour ce rendez-vous professionnel, parce qu'il y a une grande dynamique. On y travaille beaucoup avec Jean-Christophe, mais sur la distribution en Afrique, qui était vraiment un marché à part. Il y a tout un suivi, et dans les comités de pilotage et tout le travail que fait Jean-Christophe, on suit particulièrement le développement de ce marché qui est très important, puisque dans certains pays, je le rappelle toujours avec effroi, à Libreville, l'Institut français qui faisait des chiffres extraordinaires et qui, j'espère, va reconquérir son public, est la seule salle
de la capitale. Donc voilà, ce réseau africain, Afrique subsaharienne et même Afrique du Nord, Moyen-Orient, très important. Merci Jean-Christophe. N'hésitez pas, je repartage l'écran pour poursuivre le déroulé de la présentation. Alors, j'avais fait une slide sur les contenus alternatifs. Vous dire qu'il y a un gros effort fait sur IF Cinéma pour vous proposer évidemment du film français. Je vais donner la parole à Marion et son équipe. Du film africain, je vais donner la parole à l'équipe de la Cinémathèque Afrique, mais aussi des contenus alternatifs parce que c'est différent. Le théâtre à l'écran, l'exposition à l'écran, Léonard de Vinci, la saison Molière avec des séances scolaires, du Scapin, de l'Avare, etc. C'est une offre différente qui permet de reconquérir le public. Cela dit, Claude-Éric l'a très bien dit, il y a un public qu'on avait l'habitude de toucher et un public qu'il faut aller chercher nouveau. Donc voilà, les contenus alternatifs restent à votre disposition. Et puis voilà, je suis très heureuse de vous présenter dans l'équipe. Alors pour présenter, il va falloir que je départage à nouveau, j'en arrête le partage, mais l'équipe de la Cinémathèque Afrique qui s'est renforcée avec l'accueil d'un chef de projet, Maxime Gambert, que je vais tout vous présenter, Léa Baron et Coralie. Voilà, c'est quand même 680 films sur IF Cinéma, mais 21 films en support DCP. Vous avez des salles équipées de numérique, vous pouvez commander ces films en support DCP, des grands classiques restaurés. Et pas que pour le réseau africain. On sait qu'en Amérique, il y a un grand public pour le cinéma africain, quelquefois un engouement en Asie. Et donc, je vais arrêter de partager l'écran pour vous présenter l'équipe de la Cinémathèque Afrique. Maxime, si tu veux. Oui. L'équipe. Voilà. Vous êtes mis en plus tous les deux dans le même écran. Très bien. Exactement. Bonjour à tous. Merci Fanny pour l'invitation. Donc, je suis Maxime Grambert. Je suis arrivé à l'Institut français la semaine dernière. Donc, tout ça est un peu frais et complètement nouveau pour moi. Mais donc, j'ai été nommé chef de projet pour la Cinémathèque Afrique. Je travaille avec Coralie Georges qui est à mes côtés et Léa Baron qui s'excuse, qui est prise sur une autre réunion là, à l'heure actuelle. Donc, comme le rappelait Fanny, et que vous l'avez pu le voir dans la slide juste avant, la Cinémathèque Afrique, c'est environ 1700 titres, dont plus de 600 dont les droits sont actifs et peuvent être téléchargés et diffusés dans les réseaux des instituts français et des partenariats des instituts français. Et sur ces plus de 600 titres, dans le cadre de la saison Africa 2020, qui avait fait l'objet d'un vaste projet, d'un vaste programme de restauration de films de patrimoine, 20 films avaient été nommés pour la restauration, et à l'heure actuelle, c'est 17 titres que vous pouvez retrouver sur le site de IF Cinéma, 17 titres qui sont donc restaurés, des restaurations qui ont été prises en charge pour la plupart par l'Institut français, mais d'autres qui ont été pris en charge par des institutions comme le CNC, notamment. Donc des titres, des classiques du cinéma africain qui datent pour les plus anciens, Afrique sur scène de Paulin Vieira de 1955, par exemple. Donc des titres qui sont disponibles en DCP, 17 titres disponibles en DCP, et après pour d'autres formats de diffusion, on a un petit peu moins de 70 titres qui sont disponibles en Blu-ray. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter, à nous contacter pour des conseils, pour vous faire connaître des titres spécifiques, territoire par territoire du continent africain. On est à votre entière disposition pour vous faire partager ces trésors du cinéma africain. Après, on essaye aussi de faire de plus en plus de DCP pour des nouveaux films qu'on achète, qu'on sait qu'ils ont un gros succès, par exemple La Femme du Fossoyeur ou La Nuit des Rois. On a des DCP pour ces titres-là. Après, ça reste rare pour les titres, les nouvelles acquisitions. Merci Coralie. Et Maxime est très humble, mais Maxime, il vient d'une très belle carrière dans les archives cinématographiques et les cinémathèques, et donc il est parfaitement bienvenu dans ce poste. Vraiment, tu es là depuis une semaine, mais c'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Je ne peux pas dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, ce ne serait pas courtois, mais en même temps, le cinéma français, c'est quand même le cœur de métier de l'Institut français de la diffusion. Et donc, je vais repartager l'écran, ou peut-être même pas. Bon, je vais le repartager, mais je voudrais surtout donner la parole à Marion Thévenot, qui est la responsable du pôle cinéma et séries. J'ai fait une slide qui s'appelle les perspectives 22-23 pour rappeler que sur ce catalogue IF Cinéma, et Marion en parlera beaucoup plus en détail, 154 films sont en DCP, en format DCP à votre service,
Il y a des contenus alternatifs, de la VR, du théâtre, des expositions, de l'opéra à l'écran. Là, c'est plutôt ma partie. Et puis, il y a des grands rendez-vous qui vous sont proposés en octobre, la fête de l'animation, et peut-être que Claude Brenez, qui travaille activement sur ce sujet, vous en dira 2 mots. En novembre, le mois du documentaire. Là, c'est plus Anne-Catherine qui est le fer de lance de cette équipe. Mais il y a aussi une nouvelle venue dans l'équipe. On est vraiment content parce qu'elle a un gros territoire à couvrir que vous êtes. Et je vais laisser tout de suite Marion Thévenot la présenter. Donc, j'arrête de partager mon écran pour donner la parole à Marion et pour présenter notre nouvelle venue qui est Marine Gaillard. Si Marion est bien connectée. Bonjour à tous. Oui, je suis connectée entre quelques urgences, donc je ne pourrais peut-être pas rester jusqu'au bout, mais en tout cas, je suis là. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Alors effectivement, on vient d'accueillir une nouvelle collègue qui remplace Sarah Moustakine, pour ceux qui connaissaient Sarah, qui s'appelle Marine Gaillard, qui était déjà à l'Institut français, mais voilà, qui a changé de fonction, qui nous a rejoint au mois de mai. Donc Marine, je te laisse la parole pour te présenter, puis peut-être rappeler maintenant les zones dont tu t'occupes. Merci Marion, merci Fanny. Oui, bonjour, je suis Marine Gaillard et je suis donc chargée de diffusion du cinéma français sur les zones Europe, Afrique et Proche-Moyen-Orient. Donc, à votre disposition, voilà, si vous avez toutes sortes de questions sur les choix de films, de programmation, des questions de support, de sous-titres, voilà, je suis disponible. Merci Marine. Il y a quelqu'un d'autre qui, j'espère qu'elle est encore là, qui est également à votre disposition, qui est dans la nouvelle direction appui au réseau, qui est Christine Amtmann, qui est aussi très importante parce que quand vous avez une difficulté sur la plateforme ou vous avez une question de sous-titres, c'est Christine qui reçoit vos questions. Et Christine, liebe Christine, bist du da? Est-ce que tu es encore avec nous? Oui, je suis là. Tous et toutes. Donc voilà, Christine Amtmann, je coordonne la plateforme IF Cinéma, donc son fonctionnement, l'éditorialisation de la page d'accueil et aussi la communication autour de nos offres sur les réseaux sociaux et dans la lettre d'information. Donc n'hésitez pas à me solliciter aussi si vous voulez valoriser vos activités, votre programmation, vos festivals, etc. Parce que donc, voilà, je les relais avec plaisir auprès du réseau et auprès du grand public aussi sur nos réseaux sociaux. Voilà. Alors, par exemple, je reprends des exemples très concrets du rôle de Christine ou du rôle de Marine. L'Algérie, Abdenour nous écrit en disant, voilà, j'ai des partenaires en Algérie qui veulent faire un festival jeune public. On est évidemment ravis parce qu'il y a si peu d'offres et d'écrans à Alger que tout ce qui peut se faire sur l'écran de l'Institut français, voilà, et besoin que des officiels ouvrent un compte pour pouvoir voir les films. Et donc, voilà, vous inscrivez votre partenaire, cette plateforme IF Cinéma, c'est quand même un magnifique outil complètement rénové sur lequel Marion et son équipe travaillent avec vraiment très, très activement. Donc, voilà, vos partenaires peuvent ouvrir un compte, vous pouvez commander des DCP, enfin, voilà, tout ce qu'on a dit et qui est en ligne dans d'autres webinaires. Mais je crois que pour la présentation de l'équipe, j'ai fait le tour. Je disais dans les grandes perspectives de 2022, et peut-être Marion, tu veux en parler. Je crois qu'Anne-Catherine a du ravalement, elle ne peut pas prendre la parole sur le documentaire, mais sur le documentaire et l'animation, ou Claude peut-être sur l'animation. Marion, je te laisse orchestrer un petit peu ces nouvelles informations à partager avec le réseau. Oui, alors je ne sais pas exactement qui est connecté de mes collègues, donc je vais prendre la parole. Effectivement, il y aurait plein de choses à dire, mais pour ne pas être trop longue, je vais me concentrer sur les 2 événements de la rentrée. Donc, la fête du cinéma d'animation en octobre et le mois du documentaire en novembre. On a fait un webinaire à IF la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc, si jamais, je sais que certains d'entre vous étaient présents, si jamais vous voulez le rattraper, il est en replay sur le site des AIF. Donc, surtout, n'hésitez pas. Sinon, effectivement, je vous rappelle que c'est Claude qui s'occupe plutôt de l'animation et Anne-Catherine qui s'occupe du documentaire. Dans le cadre de ces 2 événements, on travaille avec l'AFCA, donc l'Association française du cinéma d'animation. Donc, on propose plusieurs programmes, donc des films qui sont déjà au catalogue et cinéma, mais aussi des nouveautés, évidemment. Pour rappel, vraiment, si vous souhaitez participer à ces 2 événements, donc fête du cinéma d'animation et mois du documentaire, n'hésitez surtout pas et dépêchez-vous, si je peux me permettre, de préparer vos programmations, de nous contacter pour pouvoir être labelliser vos programmations. Nos partenaires, donc l'AFCA et Images en bibliothèque pour le mois du film documentaire, sont vraiment là
là aussi pour vous accompagner, pour trouver des intervenants, pour repérer des intervenants, voilà, pour faire du débat, pour faire des ateliers. Ça peut être en ligne, ça peut être un déplacement. Donc, ils sont là pour vous accompagner, pour vous donner des contacts, pour vous aiguiller aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire autour d'une projection de films, d'animation ou de documentaires. Donc, n'hésitez surtout pas soit à passer par nous et on vous met en contact avec eux. Donc, tout ça est possible. Et plus vite, voilà, vous pouvez, si possible, avant les vacances estivales, revenir vers nous à ce sujet. Comme ça, on peut travailler cela ensemble et ça permet d'avoir en tout cas une programmation labellisée. Et également, pour cela, il faut que vous puissiez vous inscrire sur les sites de nos partenaires, l'AFCA et Images en bibliothèque, donc le site du mois du doc, pour pouvoir inscrire vos programmations et puis apparaître sur les sites. Donc, ça permet une belle visibilité. Il y a aussi des documents de communication qui sont disponibles sur ces 2 événements. Donc voilà, je ne vais pas rentrer sur la programmation qui est très très chouette, mais voilà, je préfère laisser la parole sur d'autres sujets à mes autres collègues. Mais voilà, tout est disponible bientôt sur IF Cinéma et on a des documents tout prêts pour présenter les 2 programmes. Donc si vous ne les avez pas encore eus, il suffit de nous les demander. Donc, voilà, je pense que je peux m'arrêter là et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à poser dans le chat. On y répondra évidemment. Merci. Merci beaucoup Marion. Vous êtes exemplaire parce qu'on a tenu en 1 heure et du coup on va enfin pouvoir donner la parole au réseau parce que quelquefois nos webinaires sont un petit peu trop didactiques. On parle et vous écoutez alors que vous avez tellement à nous dire, à partager. Et donc je vais mettre en mode galerie et s'il y en a qui veulent poser des questions spécifiques. Alors, je n'ai pas encore donné la parole, mais il faut que vous sachiez que notre comité de pilotage qui se réunit chaque 2 mois maintenant inclut le CNC. Il y a Catherine Souiri qui est avec nous, à qui je peux donner la parole. Et puis, je vois, parce qu'il est fidèle au poste, que Menem Richard, qui regarde toutes vos programmations, qui attend votre validation du premier semestre 2022 avec hâte, est également connecté. Donc, Catherine, si tu es encore avec nous, est-ce que tu veux nous donner ton point de vue depuis le CNC sur l'évolution du réseau et la situation actuelle par rapport au cinéma français, par exemple? Merci Fanny, c'est gentil. Oui, merci Fanny, c'est gentil de me donner la parole. Je suis très contente d'être parmi vous. Ces temps d'échange sont précieux et donc je ne veux pas mobiliser effectivement la parole parce que c'est vous qu'on a envie d'entendre, vos bonnes pratiques, tout ce que vous essayez de mettre en place pour sortir de cette crise dont la sortie quand même est très très longue, y compris chez nous en France. C'est inutile de vous rappeler les chiffres, mais bon, vous les avez tous sûrement en tête. En 2021, nous avons enregistré en France 95,5 millions d'entrées. Donc, c'était aussi un chiffre qui était bas par rapport évidemment à nos records de 2019 où nous avions dépassé les 200 millions d'entrées. Tout ça pour vous dire que même ici, la situation est difficile et les 5 premiers mois de cette année, entre janvier et le mois de mai, donc les entrées augmentent, heureusement, mais on est quand même encore dans à peu près moins 30% globalement par rapport à nos chiffres de 2019. Donc la situation n'est pas facile et chez nous aussi, la reconquête des publics est un vrai sujet auquel on s'attelle également, mais voilà, c'est quelque chose qui est partagé et sur lequel nous travaillons, comme le soulignait aussi tout à l'heure Claude-Éric Poiroux. La situation est la même dans les pays européens et les gros marchés des pays européens pour le cinéma français. Et finalement, dans le contexte général européen, malgré cette baisse encore significative, on est loin d'être dans la pire des situations, puisqu'on a vraiment des pays dans lesquels la situation est bien plus délicate. Et je pense à de gros marchés pour nous comme ceux de l'Allemagne ou de l'Italie. L'Italie en particulier, où on est à moins 60% d'entrée par rapport à 2019, c'est vraiment très, très difficile. Donc, ne vous découragez pas. Il y a plein de choses à faire et vous avez déjà plein d'idées les uns et les autres pour essayer de faire revenir le public, de le renouveler aussi. Effectivement, ce n'est pas nécessairement le même public qui va revenir. Donc, on est voilà, de notre côté, CNC, évidemment, toujours très attachés à ce que font les salles du réseau des salles numérisées, parce que c'est un outil important en termes de diffusion culturelle, d'influence.
c'est aussi souvent l'avant-garde pour développer de nouveaux publics. Donc, on est très attentif à tout ce qui se développe et à toutes les actions que vous menez. Donc, merci à tous et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine. Tu as parlé de l'Italie. On a effectivement, on voit des belles reprises. Je pense que Nolwenn à Rome-Saint-Siège est connecté, que Massimo Saidel à Naples est connecté. Moi, j'ai vraiment vu des belles opérations avec la venue de réalisateurs, de réalisatrices pour événementialiser, pour reconquérir le public, que ce soit à Naples, dans la salle du Grenoble, que ce soit à Rome-Saint-Siège, au Centre Saint-Louis. Enfin, des projets d'éducation à l'image aussi. N'oubliez pas de mobiliser les classes, mais vraiment, c'est pas que de la comptabilité, mais quand on a 2 fois 35 élèves dans la semaine, c'est du public de demain qui est venu voilà, en salle. Moi, j'ai la chance d'arriver du festival de Tétouan, où l'Institut français avait proposé 3 titres d'animation, Le Grand Méchant Renard et un titre de Les Clombes de la Nuit de Michel Oslo et un 3e titre que le Poste du Maroc avait doublé en Darija, mais en tout cas, j'ai vu une chose que je n'ai jamais vue, c'est 400 enfants assis dans une salle de cinéma en train de regarder et de rire à de l'animation. Je pense que ces enfants se rappelleront de cette expérience. Qu'est-ce que c'est que de venir s'asseoir dans une salle de cinéma très belle plutôt que de le regarder sur la tablette ou sur le cell phone ou à la télé. Donc, voilà. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais vous pouvez prendre Menem, tu veux dire un mot, ou bien l'Italie, ou bien d'autres d'ailleurs. Vous pouvez vraiment intervenir, c'est votre réunion. Oui, merci Fanny. Je dirais 2 mots. Bonjour tout le monde. Moi, je pense que tous les espoirs sont permis, n'est-ce pas? On sort d'une période très difficile, mais il suffit de noter que le réseau IF, dans sa globalité, suit le marché assez fidèlement. Le marché a baissé en 2020, il a remonté en 2021, il confirme la remontée en 2022. C'est le cas de IF, donc il n'y a pas de raison que cette remontée ne se confirme pas. Moi, je salue l'accroissement du réseau. On est passé de 40 à 65. C'est quand même une donnée très importante. Je pense qu'on a pas mal de tout ce qui a été développé avant moi, mais des moyens extraordinaires à la disposition des salles. Moi, je pense qu'un programmateur de salle IF, AF dispose de tous ces moyens pour réussir. Il n'y a pas de raison de confirmer cette remontée en 2022. Je voudrais saluer bien sûr les performances de Pékin, de Libreville, Sofia, New York. Fanny s'est arrêtée longuement dessus. Je pense qu'il n'y a aucune raison que chaque salle, dans ses particularités, dans sa géographie, spécificité, etc., ne puisse pas remonter en 2022, marquer de beaux points. Je finirai en disant un petit mot sur la conférence d'Europa Cinéma que Claude-Éric a présentée tantôt. Sachez qu'il y a une enquête à laquelle vous pouvez participer. C'est une enquête qui va nous permettre de cibler les priorités des salles membres. Vous êtes membre du réseau Europa Cinéma, vous avez la particularité du réseau IF, mais vous êtes des salles de cinéma à part entière. Vous pouvez participer à cette enquête. En fait, on demande, par exemple, pour vous, quels sont les 3 défis du moment, les 3 principaux défis du moment, mais on vous demande également de cocher parmi une liste de 11 choix, 4 choix de thématiques. Par exemple, que représentent aujourd'hui pour vous les efforts pour regagner votre public, pour façonner un nouveau public? Vers quel modèle économique durable vous allez? Est-ce que l'égalité des genres et la politique d'inclusion est quelque chose qui vous occupe aujourd'hui? Que représente pour vous la stratégie de développement de l'audience? Enfin, des thématiques comme ça qui vous ont proposé, que vous pouvez cocher et qui peuvent influencer le choix des thématiques pour la conférence. Tout ça et pour la rendre plus efficace, plus utile pour vous. Voilà, merci Fanny. Merci Menem. Effectivement, les 2 grands thèmes qui seront abordés en décembre, le genre, la question du genre et la question du développement durable, c'est des thèmes dont le réseau s'est parfois emparé. Peut-être que Massimo à Naples peut nous citer l'exemple de Cinema al Femminile, cette très belle programmation de cinéma de réalisatrices qui a vraiment rencontré un public. Voilà, Massimo, si tu veux nous dire 2 mots de ce sujet. Avec ton micro activé. Voilà. Oui, bonjour. Absolument, le cinéma féminin, c'est une initiative qui devrait arriver en 3e année
Donc, l'année dernière, c'était la première édition qui était organisée avec les autres instituts, les instituts culturels, pas seulement ceux qui sont à Naples, parce que fondamentalement à Naples, il y a nous prioritairement, et les Espagnols et les Allemands, c'est tout, mais aussi ceux dans les autres, dans la capitale. Donc, il y avait environ une douzaine de pays qui avaient participé. Ça va recommencer au mois de décembre cette année, donc un petit peu plus tard, parce que leur idée, c'est que le public sera plus présent et plus attentif à ce moment-là de l'année. Et Cinema Femminile, et donc c'est un festival externe avec lequel on est lié. Donc c'est un partenariat. Il recueille des fonds auprès non seulement de Unique, mais surtout auprès de la région et des l'Institut de cinéma local. Donc c'est une belle initiative. Mais en dehors de Cinema Femminile, j'ajoute juste que depuis septembre, donc quand on a rouvert nos portes, et on est entre parenthèses, voilà, en premier semestre 2022, on est quand même remonté à 2400 entrées. Depuis janvier, on est payant, petit payant, 3 et 5 euros, mais ça change effectivement beaucoup la caractéristique du public. Je peux dire qu'en partie, on a vraiment rajeuni et on touche maintenant même, je dirais que même 20% de notre public aujourd'hui est carrément jeune jusqu'à Erasmus. Donc, il y a eu vraiment un changement. Mais ce que je voulais dire, c'est que Cinema Femminile, c'est un exemple de partenariat. Nous, ce qu'on essaie de faire, donc, c'est vraiment se rapprocher de groupes, de festivals, soit préexistants, soit d'en lancer d'autres. On essaie de travailler aussi, et ce n'est pas facile. Je pense que j'aimerais d'ailleurs avoir plus d'élucidation là-dessus. On a beaucoup d'universités à Naples. C'est une caractéristique de cette grande ville pauvre et des belles universités. Très difficile de mobiliser leurs étudiants, même ceux en cinéma ou en audiovisuel. Finalement, on a réussi à faire un partenariat avec l'Académie des beaux-arts locale qui marche bien. Mais bon, le problème des étudiants aujourd'hui, pour les mobiliser comme public stable, pas évident. Ils se sont habitués à visionner le cinéma ailleurs que sur grand écran, de manière fractionnée. Ils demandent et ils exigent des crédits pour participer. Bon, alors, on arrive à vaincre tout ça quand on a des présences. Et c'est vrai qu'on a fait un grand effort puisqu'on a réussi à amener à Naples. Bon, c'est pas tellement difficile puisque la ville est belle et on vous y invite tous. On vous attend, on a des chambres et ça nous fait plaisir de vous rencontrer, amener des talents. À part ça, toutes nos initiatives cinéma ont été pratiquement sous le sceau du cinéma féminin cette année. Merci. Je dirais que 70% des films présentés sont des films de réalisatrices. Merci. Oui, ça a vraiment impulsé une image. Merci Massimo de ce partage. Je vais donner la parole encore une fois des bonnes pratiques. Vous en avez les uns et les autres. Delphine Céleste, par exemple, nous a raconté une carte blanche à Wes Anderson. Prendre un réalisateur important de votre région ou de votre ville et lui demander de faire une carte blanche. Ça avait été le cas à Phnom Penh avec David Chou. Enfin, il y a vraiment eu déjà des initiatives. N'oubliez pas, c'est une très belle façon de reconquérir le public parce qu'ils viennent aussi pour le message du réalisateur. Mais je vais donner la parole à Athènes, à Théo Koutsaftis. Le déplacement des talents, Massimo vient de le dire, ils peuvent venir à Naples, ils peuvent venir en Europe, etc. Mais ils peuvent aussi intervenir et animer votre séance depuis chez eux en ligne. Et Athènes a vraiment développé là-dessus un savoir-faire tout à fait exceptionnel. Et Théo, je veux bien que tu partages cette expérience avec le réseau. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais être tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Massimo. C'est vrai que la présence des talents est un facteur et un motivateur du public pour revenir en salle. Et je confirme aussi ce qui a été dit tout à l'heure sur les pourcentages. Nous aussi, sur la dernière édition du festival qu'on organise, on a vu à peu près les mêmes pourcentages de chiffres, 70% de spectateurs revenus en salle. Sur la présence en digital, exactement, on a la chance ici à Athènes d'avoir un auditorium assez bien équipé grâce à nos équipes techniques qui ont, je pense, eu accès à une boule de cristal il y a 10 ans et qui ont petit à petit construit ce qui pourrait presque être un studio télé dans la régie avec des caméras et des capacités directes, ce qui nous a permis notamment pendant le confinement, et aujourd'hui encore on continue, et c'est une façon pour nous d'aborder la programmation des mois à venir d'une nouvelle façon, de faire intervenir des talents, des intervenants, des professeurs, des spécialistes à distance depuis Paris ou ailleurs, ici à Athènes en direct, pour échanger avec le public
et créer. Alors, c'est pas tout à fait exactement la même chose qu'une présence sur place. C'est vrai que la présence sur place est toujours un petit plus, mais ça permet vraiment d'offrir un contenu riche, un vrai moment d'échange, même si on n'a pas la personne sur place. On l'a vu lors de notre dernier festival, par exemple, avec une très belle table ronde avec le réalisateur du film Animals, le film belge, qui avait, pour des raisons de dernière minute de santé, n'a pas pu se déplacer et qui a animé ce qui devait être son panel d'une heure en Zoom. Et ça a vraiment très bien marché avec une vraie implication du public, des questions intéressantes, un vrai dialogue. On a, je pense, dû écourter au bout d'une heure et demie, parce que voilà, une heure et demie, après un film, c'est déjà assez suffisant. Et voilà, donc l'avantage de ce dispositif, c'est de pouvoir à la fois proposer ces contenus riches et ces projections accompagnées de rencontres virtuelles, mais aussi dans des moments plus compliqués, que ce soit un confinement ou autre, pouvoir proposer des contenus créer nos contenus alternatifs en quelque sorte, que ce soit des conférences ou des interventions ici à Athènes qui sont proposées ensuite aux différentes annexes et partenaires à travers le pays qui peuvent voir en direct ce qui se passe sur notre scène à nous. Et ça permet de descendre une action qui aurait pu se limiter au seul IF d'Athènes et à son public, de toucher un public beaucoup plus large géographiquement à travers le pays. Et Théo, est-ce que tu peux expliquer le dispositif que vous avez dans la salle à IF Athènes, parce qu'il est vraiment extrêmement confortable pour le modérateur. En gros, vous faites face à votre public, vous devez modérer avec quelqu'un qui est dans sa cuisine en Belgique, et c'est vraiment un super dispositif. Alors, on a sur scène, on peut se retrouver avec nos modérateurs ou nos autres invités, parce qu'on peut très bien avoir des événements avec des invités à la fois sur place et en distanciel. Derrière, sur le grand écran, le public dans la salle peut voir les personnes qui sont à distance. Les modérateurs ont eux aussi un retour vidéo devant eux pour ne pas avoir à se retourner et choper un torticolis. Et dans la salle, il y a 3 caméras robotiques automatisées, 2 au fond et une sur le côté, qui permettent de capter et de renvoyer un retour à la personne qui est en distanciel pour qu'il puisse voir la salle, voir ce qui se passe et vraiment échanger avec le public. Et c'est avec ce même dispositif de caméra qu'on fait aussi tout ce qui est captation et direct. Donc on peut, je ne vais pas rentrer dans du trop technique, mais avec un logiciel tel que vMix, on peut proposer un flux presque télévisuel, par exemple après sur Facebook ou sur YouTube, avec des fenêtres comme à la télé, où il y a le modérateur d'un côté, la présentation PowerPoint de l'autre, ou 3 modérateurs, 3 personnes qui parlent en fenêtre et qui échangent avec des changements de plan, un espèce de montage visuel. Donc tout ça depuis une régie, et ce qui est géré par 2 personnes. Donc c'est un dispositif, une fois installé, qui permet avec peu de moyens et on dit toujours peu, mais on peut toujours faire plus. C'est déjà très important, mais avec seulement 2 personnes, vraiment créer un produit télévisuel. Merci beaucoup de ce témoignage. Les Mexicains se sont levés très très tôt ce matin pour être avec nous, mais maintenant qu'ils sont là, on va les écouter. Bonjour Benoît et Gisela. L'IFAL à Mexico, c'est une salle parmi les 10 plus performantes de ce réseau. Moi, je n'ai pas choisi, je regarde vos chiffres. Donc, on connaît l'implication du ciné-lumière qui est extrêmement, historiquement, extrêmement structurée. Et puis, les très, très belles salles de Prague, de Bucarest, de Berlin, il m'en manque une, non, voilà, qui sont aussi dans le réseau Europa Cinéma. Et puis, l'IFAL à Mexico, qui est arrivé à faire jusqu'à quelquefois 1000 séances par an, avec une très, très belle programmation et vraiment une professionnalisation. Et je sais que c'était un petit peu compliqué. Comment ça va, le Mexique? Oui, on est reparti comme de loin. Nous, on a été fermé pendant 18 mois. On a très, très longue fermeture suite à un Covid particulièrement fort. On a rouvert à peu près 50% de nos chiffres précédents, donc il a fallu remonter la pente. On est encore à 50% de notre jauge. Donc sur une salle de 160 places, ça nous reste 80 places. Et cette semaine, on a eu la première séance au maximum de cette jauge. On fait feu de tout bois. Voilà. L'idée de la stratégie, c'est de faire de plus en plus d'événements, des événements avec la société civile sur des films forts
sur l'avortement, par exemple, lundi. Des partenariats avec des alcooliers. Donc, on a du whisky à gogo pour présenter Suprême, par exemple, ou Sarah est partie, mais on a aussi présenté à l'occasion de la fête de musique un documentaire sur Laurent Garnier hier soir. Ce soir, plus classiquement, on accueille un réalisateur local pour une avant-première. Nous, on a cette chance-là que les avant-premières sont assez rares au Mexique, puisque les exploitants refusent qu'on puisse vendre des billets pour des avant-premières. Donc, peu de salles acceptent. Et puis dimanche, du patrimoine avec les Tripesses de Belleville et Demoiselles de Rochefort avec un concert de jazz au milieu. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir de plus en plus d'événements, c'est dur, ça prend beaucoup de temps. Et le pas de côté qu'on est en train de faire, alors Jean-Christophe va hurler, c'est qu'un peu avec dans la lignée de la stratégie du CNC de valoriser aussi l'attractivité de la France sur les tournages. On maintient évidemment les 3/4 de films français de notre programmation. On va faire un pas de côté sur les films étrangers tournés en France. Donc, si on y arrive, on devrait avoir inviter la réalisatrice de 2 épisodes d'Emily in Paris dans nos locaux. Donc, c'est vraiment un pas de côté important par rapport à notre programmation. Ça nous permet d'attirer des nouveaux publics. Et puis, le reste du temps, on a quand même 22 séances par semaine. Donc, on fait un pas de côté sur une séance pour le reste du temps, pouvoir promouvoir le cinéma français, le cinéma d'auteur et le catalogue IF Cinéma de manière plus classique. Merci Benoît. Je crois que ce que tu dis est très juste. Vous avez le droit de montrer un James Bond. Vous avez une obligation contractuelle de 75% de séances de films français ou francophones, mais vous avez le droit d'aller chercher le public sur d'autres territoires. Tu as parlé de séries et je vois qu'Elsa Felrat s'est connectée tout à l'heure. C'est Sarah qui est intervenue, mais Elsa, c'est peut-être le Mexique est peut-être un bon candidat pour la série française si vous voulez faire un événement ou si vous avez des zones, des territoires de prédilection vers lesquels vous pensez que c'est important. Et si vous voulez intervenir, on est ravis de vous avoir avec nous, Elsa. Je pense que Sarah a déjà bien résumé tout à l'heure nos premières actions, en effet, donc en Espagne et à New York. Mais je serais ravie d'en discuter avec Benoît au sujet du Mexique. Donc, connectons-nous, Benoît, pour en discuter avec très grand plaisir. Plaisir, oui. Je vois dans le chat qu'on m'interroge. Alors, c'est vrai que d'habitude, je faisais une slide sur la réalité virtuelle. Dans le catalogue IF Cinéma, vous avez le cinéma français dont Marion a parlé avec les 154 titres en DCP. Vraiment, vous pouvez télécharger, vous pouvez montrer des films d'autres cinématographies. Évidemment, on a vu le succès de Pékin avec un film d'un indépendant chinois par mois et la tentative de films tournés à Paris, pourquoi pas. Et puis, vous avez ce catalogue des contenus alternatifs, donc du théâtre à l'écran ou bien de cette fameuse exposition Le Louvre à l'écran et de la réalité virtuelle. En fait, comment on fonctionne? C'est un autre département qui s'occupe vraiment de la réalité virtuelle et du jeu vidéo, mais vous trouvez les propositions pour que ce soit plus intuitif pour vous, usagers du réseau, de réalité virtuelle. Vous pouvez mettre la réalité virtuelle à partir du moment où vous avez des casques et l'équipement dans votre salle de cinéma, mais aussi dans votre hall d'entrée, et vous pouvez jongler entre un événement réalité virtuelle pour après emmener le public dans la salle, ou au contraire, s'il y a des élèves qui viennent visiter votre institut parce qu'ils ont un film le matin et qu'il y a peut-être quelque chose à montrer. Donc voilà, et si vous en voulez plus sur la réalité virtuelle, je vous connecterai volontiers avec le jeu vidéo sur l'autre département qui s'en occupe. J'ai vraiment envie de vous entendre. Aimé Besson, qui vous soutient et qui vous suit très, très régulièrement, est évidemment avec nous. Et puis oui, bonjour Fanny. Oui, Aimé, est-ce que tu peux avoir le mot de la fin peut-être? Ah déjà, écoutez, merci beaucoup Fanny pour cette organisation sans faille comme d'habitude. Tu veux le thé? Ah, ouais, il y a du thé qui se prépare apparemment quelque part. Je suis là. Je ne sais pas si on peut couper les micros. Non, donc le mot de la fin, de dire que ces temps d'échange entre nous et finalement par Zoom sont quand même vraiment sacrément pratiques. Ça sera quand même un des acquis de la pandémie et je suis sûr qu'on va continuer à pouvoir échanger de cette manière-là, ce qui est quand même bien pratique pour notre réseau un peu disséminé aux 4 coins du globe. Évidemment, vous inciter, comme Fanny l'a fait, à vous mobiliser et à vous signaler pour la conférence d'Europa Cinéma du mois de décembre,
qui va être un moment vraiment particulier pour Europa Cinéma, mais aussi pour nous. Et d'ailleurs, on préparera avec Fanny des séquences qui vous seront spécifiquement dédiées. Donc voilà, on est vraiment très heureux de pouvoir proposer une opération spécifique au réseau des salles numérisées en présentiel. Je crois que ça ne s'est pas beaucoup fait, donc c'est vraiment quelque chose auquel on tient beaucoup. Et puis, un petit peu comme tout le monde, voilà, vous confirmez qu'on est vraiment à vos côtés. On sait que la période est compliquée et c'est important d'autant plus de faire réseau et de s'inspirer éventuellement des choses qui fonctionnent ou justement de tirer profit aussi des choses qui ne fonctionnent pas à droite et à gauche. Et donc, vraiment, le partage d'expériences, comme on vient de le faire, est hyper important. Comme vous le voyez, ici aussi, que ce soit à l'Institut français ou à Unifrance ou aussi à la DGM, on réfléchit à investir des nouveaux territoires. Donc, on a parlé des séries, on a parlé de l'animation. Je sais qu'il y a aussi des réflexions autour de la création sonore, on dit un peu podcast aussi, mais il y a des salles qui pourraient organiser des choses dans ce domaine-là. Et l'idée, c'est vraiment tous azimuts d'essayer de démultiplier nos expériences pour voir ce qui fonctionne et aujourd'hui. Peut-être un dernier point, j'écoutais tout à l'heure avec attention ce que disait Massimo de Naples sur ces liens pas si faciles avec le secteur universitaire. Et je sais que c'est quelque chose, effectivement, qui travaille certains d'entre vous. Je suis régulièrement en contact avec les collègues de Prague qui ont la chance d'avoir une très belle école de cinéma, la FAMU, sur place et avec laquelle ils entretiennent un lien assez étroit. Je crois qu'il y a des expérimentations qui sont en cours, notamment des sortes d'héberger des ciné-clubs de ces étudiants de cinéma ou alors des masterclass qui sont inclus de cinéastes qu'on inclut d'une manière ou d'une autre dans le cursus des étudiants. Enfin voilà, il y a différentes expérimentations en cours. Mais je pense que ça, finalement, en écoutant Massimo, je me dis que ça peut être quelque chose peut-être à creuser aussi. Plus largement, comment travailler la salle avec un public entre guillemets universitaire. Voilà, il y a la question du débat d'idées, il y a la question des ciné-clubs, il y a peut-être d'autres choses à faire autour de ça. Et alors, Esprit d'escalier, j'en profite pour vous dire qu'on a été pas mal en contact dernièrement avec le festival Jean Rouch. Je sais que certains d'entre vous le sont aussi, un festival ancien de cinéma documentaire ethnographique, mais qui permet vraiment pour le coup d'allier des questions de débat d'idées et de cinéma. Donc, c'est aussi peut-être une autre manière d'aborder les questions de lien avec le secteur universitaire et de la recherche plus généralement. Voilà, je ne veux pas être plus long parce que je sais que ça fait déjà 1h30, mais pour ma part, Fanny, voilà ce que j'avais à dire. Merci. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. C'est une très belle conclusion. Je voudrais absolument remercier vous tous du réseau de Bangkok, de Phnom Penh, de l'Asie, où il est tard et vous avez d'aller vous coucher, jusqu'à toute l'Europe, toute l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, les Marocains, l'Algérie, Tunisie, je vois que vous êtes là, l'Afrique subsaharienne, et la zone Amérique, où vous a fait lever tôt, et puis les nouveaux venus, ceux qui se préparent à nous rejoindre, je pense à Bandung, je pense au Canada, etc. Merci de vous être connectés. Un grand merci aux équipes d'Unifrance, Jean-Christophe Beaubia, qui a un appui sans faille à tous les comités de pilotage. Je pense qu'on va bientôt arriver au 50e comité de pilotage. Oui, Jean-Christophe? Oui, je voulais juste donner une info pratique. Les rendez-vous de janvier 2023 vont être avancés d'une et vont commencer le mercredi 11 pour ce qui est de l'accueil des distributeurs étrangers. 11, 12, 13. Donc, on avance d'une journée. Voilà, puisqu'on parlait de décembre, autant parler de janvier aussi. Et bien voilà, les perspectives. Merci à tous. Merci Jean-Christophe, merci et à Sarah et à Elsa et l'équipe d'Unifrance. Merci au CNC, à la présence très très fidèle aussi de Catherine Souéry et puis de Michel Plazanet, enfin de toute l'équipe du CNC qui est toujours là. Et puis d'Europa Cinéma, voilà. Et c'est un plaisir. Je close ce webinaire qui aura duré exactement 1h30. Et je vous remercie à tous. Allez renseigner vos programmations du premier semestre et validez-les s'il vous plaît. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Bon après-midi ou bonne soirée ou bonne journée. Merci Fanny, merci à tous.